dernière présentation, on passe d'un yogourt à l'autre, cette fois-ci avec Mme Sylvie Turgeon de l'Université Laval et M. Daniel Saint-Gelais de Agriculture et Agroalimentaire Canada sur le sujet, c'est qualité des yogourts brassés, stabilité et propriété rhéologique. Mme Turgeon. Vous connaissez la première? Gauche, vert, reculé en rouge et pointeur ici. Donc, vous remarquerez que Daniel reste assis dans la salle. Il va être là pour m'appuyer au moment des questions, mais on s'est entendu que j'étais son porte-parole pour cette présentation-là. Donc, pour vous présenter brièvement le contexte. Quand on a débuté le projet, ce projet-là, en fait, après des discussions avec les partenaires industriels, on a vite réalisé, et puis en regardant la littérature, que beaucoup des travaux qui avaient été effectués, qu'on retrouvait dans la littérature sur les yogourts brassés, ne reproduisaient pas très bien ce qu'on pouvait retrouver industriellement. C'est-à-dire qu'il y avait eu beaucoup d'études sur les yogourts fermes, beaucoup d'études dans lesquelles on avait pris ces yogourts fermes et on avait brassé à la cuillère ou on avait utilisé des seringues, mais pas des dispositifs qui se rapprochaient un peu plus de ce qu'on pouvait retrouver au niveau industriel. Donc, le projet, on l'a construit sur cette base-là pour être capable d'établir le lien entre la composition et donc du lait de départ, et la résistance aux étapes de cisaillement sur les caractéristiques finales des yogourts. Donc, on sait que le consommateur, lorsqu'il consomme un yogourt, va être intéressé à avoir une fermeté qui est intéressante, une viscosité, une onctuosité qui répond à ses attentes, mais ne voudra pas avoir, en tout cas au moment de l'achat, de cinérèse, donc avoir un produit qui est le plus stable possible. Il y a plusieurs façons de pouvoir, plusieurs leviers qui sont disponibles pour être capable de contrôler ces propriétés-là du yogourt brassé. Évidemment, la composition du mélange laitier, c'est-à-dire la présence de protéines. On est capable, ça recommence à avancer tout seul. On va voir si ça reste là. Donc, on est capable, à travers la composition du mélange laitier, donc en jouant sur le ratio caséine-protéine sérique, d'avoir des propriétés désirées. La présence de matières grasses va avoir une influence, et tout ça, ça influence la quantité de solide présent dans le mélange laitier, et ça va avoir un impact sur les propriétés du yogourt. La présence de stabilisants qu'on retrouve beaucoup ici en Amérique du Nord est également un facteur important que nous n'avons pas étudié dans le cadre du projet ici, parce qu'il y a évidemment, selon les différentes formulations, et ça devient un aspect compétitif, différents stabilisants qui sont utilisés par les différentes entreprises. Le ferment lactique peut jouer un rôle important. Là aussi, on a eu, dans le cadre d'un projet préalable passé il y a quelques années, financé par le programme Novalet, une étude exhaustive du rôle de souches productrices de PS qu'on n'a pas fait du tout varier ici dans le cadre du projet. On a toutes les étapes de procédé qui peuvent avoir un impact donc sur les qualités du produit. Si on se rappelle la formation du yogourt, donc on a une fermentation qui nous amène donc à avoir un gel continu dans lequel nos protéines forment donc un réseau qui, lorsqu'il va subir des stress mécaniques, que ce soit au cours du brassage, du pompage, du lissage, va nous permettre d'obtenir des microparticules qu'on appelle des microgels qui vont se réassocier par la suite lorsqu'on va mettre ce yogourt-là à l'entreposage. Donc, dans le cadre du projet, on s'est intéressé, donc, vous voyez ici un rappel de toutes les étapes pour la fabrication donc du yogourt. Et par la suite, à l'aide d'un banc d'essais techniques, nous avons pu aller étudier l'impact des étapes comme le brassage, le refroidissement, le lissage, pour ensuite mettre le yogourt en état donc en pot pour l'entreposage. Et à travers, je vous présente ici des résultats obtenus par les différents étudiants qui vous présentent un peu les principaux résultats, mais peut-être vous mentionnez qu'il y a 3 affiches associées au projet aujourd'hui, donc 2 par Audrey Gilbert et une autre par Valérie Guénard-Lampron, qui est maintenant au doctorat, mais en stage en France, donc qui va être présentée aujourd'hui par Laurier Vriou, professionnel dans l'équipe. Donc, premièrement, une première étude qui a visé à étudier les étapes 6 et 7, donc l'impact des paramètres de brassage et de la température de lissage sur le yogourt. Dans tous les cas, nous avons, dans ce cas-ci, travaillé avec un yogourt standardisé à 14% de solides totaux, 4% de protéines, un ratio 2,8:1 pour la caséine et les protéines sériques, et dans ce cas-ci, sans matière grasse ajoutée.
C'est un témoin que tous nos étudiants ont réalisé dans les différents projets, donc qui nous permet de comparer les résultats. Brièvement, si je vous présente donc les paramètres à l'étude, nous avions le brassage où on a brassé 5 ou 10 minutes. Nous avons étudié le lissage, donc le brassage est représenté ici. Et lorsque vous voyez les petits cercles, c'est qu'il y a un échantillon qui a été prélevé à ce moment-là et qui a été refroidi et pour lequel les propriétés dont je vais vous présenter les résultats ont été mesurées le lendemain, donc après 24 heures. Ce ne sont pas des mesures en ligne, simplement pour vous spécifier, c'est vraiment important de le noter. Donc, nous avons étudié donc le lissage qui se faisait soit directement après la fermentation, donc avant le refroidissement, ou après le refroidissement, c'est-à-dire à 20 degrés Celsius. Nous avons comparé deux types d'appareils pour refroidir, soit un échangeur à plaque ou un échangeur tubulaire. Et vous avez ici les deux configurations, en fait, qui présentent le fait qu'on a soit lissé directement après la fermentation et ensuite refroidi, ou alors utiliser une étape de prélissage, de refroidissement avant d'avoir l'étape de lissage comme telle. Donc, si on voit donc ces premiers résultats, ce qu'on peut voir au niveau donc de la cinérèse pour les deux configurations, donc soit celle où on a lissé à 38 ou lissé à 20 degrés Celsius, on peut voir qu'entre les deux configurations, il n'y a pas de différence au niveau de la cinérèse du produit un jour après la fabrication. Dans le cas de la fermeté, par contre, on voit bien que l'étape de lissage est importante pour donner donc une fermeté élevée lorsqu'on la fait à 38. Si cependant on l'effectue à 20 degrés Celsius, on voit qu'il y a une très grande différence de fermeté ici, donc au moment du refroidissement, mais qu'à la fin, les yogourts également sont légèrement différents, mais cette différence est atténuée. Je vais simplement vous présenter des résultats de viscosité où, dans ce cas-ci, on voit que le lissage à 38 ou le lissage à 20, donc, permettent d'obtenir une valeur qui est similaire. Donc, lorsqu'on a fait lorsqu'on a refroidi, on voit ici à 38, donc une différence de viscosité, mais qui est finalement récupérée, si on peut dire, lors du lissage à 20 pour avoir des propriétés qui sont similaires à la fin du procédé. Après avoir vu cet impact donc sur certaines propriétés de la température, on était à deux extrêmes, 20 versus 38. On a décidé d'approfondir en allant étudier donc à des plages de température plus étroites, donc à 10 à 35 degrés, avec des écarts de température de 5 degrés, avec la même formulation. Et dans ce cas-ci, dans tous les cas, ce que nous comparions, c'est vraiment le lissage qui apparaissait au même moment, donc après l'étape de prélissage. Donc, si vous voulez voir, là, je vous présente ici simplement la cinérèse et la fermeté. Je tiens à préciser que sur la fiche, il y a d'autres propriétés qui ont été mesurées également, la consistance, la viscosité. Vous pourrez avoir plus de détails. Comme on a fait donc plusieurs températures, il était possible de modéliser les résultats et je vous présente également pour la première fois ici ce qui se passe en fonction de l'entreposage. Donc, vous voyez qu'au niveau de la cinérèse, il y a un très grand impact de la température à laquelle on va lisser le produit. Et plus on lisse à une température élevée, plus la cinérèse est élevée dans le produit. Et cette valeur, il n'y a pas de grand changement en fonction du temps d'entreposage. Cependant, dans le cas de la fermeté, donc mesurée par texture, pénétrométrie dans l'échantillon, on voit qu'il y a une courbe en cloche qui fait qu'il y a une température à laquelle on pourrait avoir, donc la fermeté augmente, mais uniquement jusqu'à 30 degrés. Si on fait notre lissage à 35, on a une baisse à nouveau de la fermeté. En conclusion, ce qu'on voit pour ces deux propriétés-là, et puis vous pourrez aller voir pour les autres sur la fiche, il n'y a pas de température qui nous permet d'optimiser toutes les propriétés. Donc, il faut prioriser celles qui nous intéressent particulièrement. Mais je tiens à vous signaler que, contrairement à la cinérèse où en fonction du temps d'entreposage, il n'y avait pas de différence, donc sur la cinérèse, on voit qu'ici, il y a une augmentation importante de la fermeté et donc récupération là, et un peu atténuation des différences qu'il y avait en fonction des températures de lissage. Donc, on doit tenir compte de la température de lissage et du temps d'entreposage pour obtenir une propriété spécifique qui nous intéresse.
Et ce qui est représenté ici, c'est ce que je vous ai expliqué précédemment, c'est-à-dire que si on regarde par une étude de sensibilité relative l'impact sur la cinérèse d'un changement d'une journée ou alors d'un changement d'un degré lors de la température de lissage, on voit que pour la cinérèse, c'est la température qui a le plus grand impact. Alors que si on allait voir des résultats d'écoulement, et vous pouvez le voir sur la fiche, ben dans ce cas-ci, le temps d'entreposage a un très grand impact sur cette propriété-là. Donc, ça nous permet de modéliser puis de comprendre quels sont les facteurs les plus importants. Donc, ça résume ce que je viens de vous dire. Mais maintenant, quel est l'impact de la composition? Dans le cadre donc d'une autre étudiante, du projet d'une autre étudiante, Noémie Lucier, nous avons étudié l'impact de la teneur en matière grasse et du système de refroidissement ainsi que la vitesse de fermentation en utilisant toujours notre yogourt témoin, mais dans toute une série d'autres yogourts où nous avons fait varier la teneur en matière grasse. Et je vous présente ici les principaux résultats. Donc, ce qu'on voit encore une fois au niveau de la cinérèse, c'est que lorsqu'on augmente la teneur en matière grasse, au-delà d'une teneur de 1,3 % en matière grasse, on voit qu'il y a une baisse rapide de la cinérèse du produit. Donc, et de façon similaire au niveau de la fermeté, lorsqu'on dépasse une concentration, donc 2,6 et plus, on voit une augmentation importante de la fermeté. Donc, il y a vraiment un seuil au-dessus duquel la matière grasse vient jouer un rôle important sur la structure de notre matrice de yogourt et va influencer les propriétés. Et si on regarde le graphique du bas, qui est la même chose en fait que celui-ci, mais où on a ajouté le comportement en fonction du temps d'entreposage. On voit également que pour ces yogourts dans lesquels on a des teneurs en matière grasse plus élevées, on a une évolution donc de la fermeté pendant le temps d'entreposage, donc une réorganisation, une consolidation de la structure qui est amplifiée. Et si vous voyez ici déjà après 3 jours, une très grande augmentation au niveau de la fermeté. Dans le cadre d'un autre projet, nous nous sommes intéressés à la vitesse de refroidissement. Dans ce cas-ci, toujours notre teneur en solide totaux à 14 %, mais avec 2 teneurs en matière grasse, faibles ou nulles, et une teneur en matière grasse de 2,6 %. Un résultat intéressant de ces travaux, c'est que lorsqu'on regarde, donc, si on compare une vitesse de refroidissement, donc là, ici, le yogourt a été mis en contenant, et c'est le temps que ça nous prend pour faire passer la température de 20 à 4 degrés, soit dans une chambre où le refroidissement était contrôlé pour que ça se passe sur une durée de 17 heures, ou alors un refroidissement très rapide en 3 heures seulement. Donc, histoire d'être capable de simuler un peu ce qui peut se passer selon les vitesses ou la quantité, par exemple, de yogourt qui est mise en même temps, qui pourrait faire que la vitesse de refroidissement d'atteinte de 4 degrés serait plus ou moins affectée, donc plus ou moins longue. Et ce qu'on voit, c'est que sur un yogourt sans gras, donc les barres qui sont en bleu, il n'y a pas d'impact ni au niveau de la fermeté, ni au niveau de la viscosité sur la vitesse de refroidissement. Qu'on fasse un refroidissement rapide ou lent, on va obtenir les mêmes propriétés. Cependant, lorsqu'on a un yogourt à 2,6 % de matière grasse, on voit que la fermeté est plus élevée, ainsi que la viscosité, lorsqu'on a un refroidissement qui est lent. Donc, lorsqu'on a une présence de matière grasse dans le réseau, la façon dont le yogourt va pouvoir se restructurer pendant le refroidissement est affectée, donc ne se fait pas exactement de la même façon pendant le refroidissement. Toujours dans notre intérêt de comprendre l'impact de la formulation, donc la composition du lait sur les propriétés, puis surtout leur résistance aux procédés de brassage, etc., d'un yogourt brassé, pendant la formation d'un yogourt brassé. Dans le cadre du projet de doctorat d'Audrey Gilbert, nous avons donc étudié l'impact du ratio caséine-protéine sérique, toujours dans notre formulation, 14 % de solide totaux, 4 % de protéines, mais en comparant 3 ratios. Donc, un ratio 2,81
qui est celui qui est largement utilisé ici industriellement. Un ratio 1,51 où nous enrichissons, donc nous ajoutons de la protéine de lactosérum, et un ratio 3,91 qui se rapproche de la composition du lait pour lequel on n'aurait pas modifié la composition, donc en ajoutant des protéines sériques. Toujours avec le même, avec un banc d'essai qui nous permet donc d'aller étudier l'effet du brassage et de contrôler le cisaillement. Donc, ces résultats nous démontrent, et vous voyez ici, l'impact du ratio sur la fermeté du yogourt et ici en fonction du temps d'entreposage. Donc, déjà, si on prend jour 1, on voit qu'il y a un effet du ratio, c'est-à-dire qu'une légère augmentation qui est significative entre 3,9 et 2,8. Donc, lorsqu'on ajoute un peu de protéines de lactosérum, lorsqu'on passe à un ratio d'1,5, on voit une augmentation en fermeté qui est très importante. Et on voit que la restructuration en fonction du temps est également affectée par ce ratio protéique. Et ce qui fait qu'au ratio 1,9, on obtient un yogourt après 23 jours qui est très, très ferme. On a vu également que le ratio va être influencé différemment par la température de lissage. Donc, la fermeté à 25, lorsqu'on lisse à 25, est plus élevée qu'à 15 degrés. Et ça correspond, on a reproduit ici les résultats que je vous ai présentés précédemment avec Valérie. Ça nous présente bien exactement le même comportement pour celui-là qui avait été fait à 2,8. Donc, dans le cadre des travaux d'Audrey, on a voulu comprendre comment on peut essayer d'associer ça à la structure du yogourt qui peut être différente en fonction du ratio. Et on a utilisé donc une méthode très simple. Vous voyez pas l'échelle ici, c'est une échelle, les petits chiffres que vous voyez, c'est l'équivalent de 250 microns. Donc, c'est vraiment une observation optique d'un yogourt qui a été étalé sur une lamelle à une couche précise. Et on est capable, par analyse des images qu'on a obtenues par caméra, donc d'aller mesurer la surface des agrégats. Donc, vous pouvez voir que l'hétérogénéité dans le gel est différente. Donc, on voit ici des surfaces plus grandes des particules de microgel qu'on retrouve dans notre système. Et on voit également que ces surfaces-là répondent de la même façon que ce qu'on a vu au niveau de la fermeté. Mais ce qui nous intéressait, c'est d'aller voir la rétention d'eau. Et nous avons utilisé une nouvelle méthode qui s'appelle la RMN, la résonance magnétique nucléaire. Donc, les groupements hydrogènes qui sont présents dans les molécules d'eau, dans le yogourt, on est capable d'aller, lorsqu'on les excite en RMN, ils vont, avant de reprendre leur position, donc vont reprendre leur position avec différents temps, donc avec un temps de relaxation qui diffère selon s'ils sont vraiment très fortement liés avec les protéines, s'ils sont dans un réseau mais avec une certaine mobilité, ou s'ils sont dans une phase qui est complètement déphasée. Donc, ce qui correspond à la synérèse. Et on peut s'intéresser à l'intensité du signal également. Donc, ce que je vous présente, c'est les résultats pour les yogourts avec les 3 ratios dans lesquels je vous ai laissé le graphique ici en référence. Donc, lorsqu'on regarde ce T2,4, qui est donc ce pic, et qu'on regarde l'intensité de ce pic, on peut voir donc que c'est bien corrélé à ce qu'on a vu. Il y a des comportements qui sont différents, comme ce qu'on a vu en fermeté. Mais ce qui est donc avec une augmentation en fonction du temps pour le ratio 1,5 particulièrement, plutôt une certaine stabilité avec 2,8. Et si on regarde maintenant le T2,3 ici, en termes de déphasage, donc la distance sur l'axe ici des X, on voit donc une augmentation en fonction du ratio qui est le plus élevé, et puis également un effet de la température. Tout simplement pour mettre ça en corrélation avec la synérèse. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette méthode-là nous permet donc d'être capable de prédire ou de mesurer par une méthode qui ne brise pas le gel dans un petit tube, de faire une corrélation avec ce qu'on obtient en valeur de synérèse. Donc, exactement les mêmes tendances. Donc, si j'en arrive aux conclusions, on a vu l'effet de la composition avec la matière grasse, le ratio, l'étape de lissage qui est critique pour les propriétés du yogourt avec une influence très importante de la température, puis qui influence également l'évolution pendant l'entreposage.
le ratio qui a un impact sur la restructuration et la présence de la matière grasse également. Comme on m'a dit que mon temps était presque fini, je vais passer tout de suite aux retombées. En fait, évidemment, pour nous, les retombées, ce sont nos étudiants, dont plusieurs maintenant ont déjà terminé et sont actifs dans le secteur. Mais la mise au point de méthodologie et la disponibilité d'un banc d'essai. Ce qu'on a, les échantillons avec lesquels on a travaillé jusqu'à maintenant, ce sont des échantillons modèles dans lesquels, par exemple, on n'utilisait pas de stabilisant, dans lesquels on n'utilisait pas les mêmes souches exactement que différentes entreprises peuvent utiliser. Mais il serait intéressant d'être capable de travailler avec les différentes entreprises pour voir justement, pour pouvoir utiliser ce banc d'essai-là pour mieux caractériser ce qui se passe pendant le procédé de vos produits. On a mis au point des méthodes de mobilité de l'eau qui sont très intéressantes au point de vue recherche pour le futur et au point de vue caractérisation des produits, pour lequel on est disponible à avoir des discussions un peu plus approfondies. Et on vous a pas présenté ici, mais sur la fiche où on a utilisé des méthodes comme le Boswick, des méthodes en entonnoir qui nous donnent aussi des belles caractéristiques qui sont représentatives de ce qu'on peut, qui sont faciles à utiliser, qui n'utilisent pas d'équipements sophistiqués et qui nous permettent de bien caractériser les propriétés des yogourts. Donc, pour nous, c'est des retombées importantes également qui nous fera plaisir de partager. Donc, en terminant, évidemment, tout ça s'est fait grâce à une équipe. Donc, les étudiants qui sont mentionnés, les professionnels de recherche dans chacune de nos équipes, celle de Sébastien Villeneuve, de Daniel Saint-Gelais. Donc, c'est vraiment grâce au soutien de tous ces gens-là qu'on a pu faire autant de yogourt, procéder autant de litres de lait pour être capable d'avoir ces résultats aujourd'hui.